Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce qu'on a le droit à une invitée qui est aussi psychologue, psychothérapeute, que vous avez probablement, si vous êtes sur TikTok, vous n'avez pas pu la manquer. Donc aujourd'hui, on accueille Delphine Pi. Et puis, on va parler de plein de choses, d'anxiété, de ses approches thérapeutiques, de comment aussi elle a adapté tout ça, parce qu'elle travaille de manière aussi en ligne, de manière assez innovante, avec une application, de son podcast, d'entrepreneuriat. Enfin bref, on va voir où ça nous mène. En tout cas, Delphine, bienvenue. Et puis, je vais Merci. peut-être te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bonjour et merci, déjà pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis, psychologue, spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, également en hypnose médicale et je travaille donc sur Clermont-Ferrand et sur une application de psychothérapie asynchrone. Excellent. Thérapie asynchrone. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce terme, comment tu pourrais l'expliquer? Alors, ce sont des thérapies, digitales, à travers un chat. Donc en fait, tout se passe de manière désynchronisée. Le patient, lui, il peut communiquer par écrit ou par note vocale et son psy va lui répondre, dans la journée ou le lendemain, dans un délai, généralement d'1 jour ouvré. Il peut, prescrire des exercices, prescrire des questionnaires ou débloquer des capsules vidéo, d'éducation thérapeutique. Donc par exemple, qui expliquent un concept dont le patient a besoin à ce moment-là. Et le suivi, du coup, est beaucoup plus, quotidien. C'est vraiment dans la vie, du patient et c'est vraiment ça s'adresse à, une autre patientèle que la patientèle cabinet. Pour les personnes qui peuvent pas consulter en présentiel, de par leurs problématiques ou de par, leur emploi du temps. Donc voilà, on s'adresse vraiment à une population qui, généralement, n'a jamais franchi le cap d'aller chez un psy en présentiel. D'accord, donc la démarche de cette application qui s'appelle Psynergie, hem, c'est quoi qui t'a amené à développer? Parce que c'est quelque chose qu'on peut voir. Moi, depuis quelques années, je voyais des sites, surtout aux États-Unis, qui sortaient où justement on avait contact direct avec, un psychologue ou psychothérapeute. C'est quelque chose qui me posait plein de questions. Je pense qu'on va pouvoir approfondir ça. Toi, qu'est-ce qui t'a fait développer ça? Et puis, quel avantage tu vois? Alors, ça remonte à, 2017. En fait, j'avais une patiente en cabinet, qui souffrait d'un mutisme sélectif. Donc elle ne pouvait pas parler dans certaines situations sociales et notamment pendant nos consultations, elle arrivait pas du tout à s'exprimer. Donc elle venait toujours avec un accompagnant, sa mère ou son compagnon et c'était vraiment extrêmement difficile, en fait, de mener la thérapie. Elle allait en salle d'attente avec son accompagnant, elle revenait, au cabinet, enfin on n'arrivait vraiment pas à avancer. Donc je lui ai proposé de faire des visios. Je me disais que ça pourrait être, peut-être plus facile pour elle. À l'époque, ça se faisait pas trop les visios et ça n'a pas beaucoup plus marché non plus, mais en OK. fait, elle s'est mise, à taper, dans le chat de la visio et moi donc je lui répondais mais, voilà en synchro, mais je lui répondais en vidéo du coup et suite à ça, j'ai eu mon congé mat et en fait ça a fait, son petit chemin et je me suis dit: «Mais oui, pour les personnes qui sont phobiques sociales, qui ont un mutisme sélectif ou qui ont des troubles paniques et qui ont du mal à aller chez le psy, ça peut être, pas mal». Le fait que ce soit désynchronisé comme ça apporte aussi quelque chose, notamment, je remarque pour tout ce qui est problème, d'addiction ou problèmes, sexuaux. La personne, comme elle peut rester complètement anonyme et que finalement on peut avoir juste un pseudo, on n'a pas le nom, pas le prénom, rien du tout et ben, c'est beaucoup plus facile pour les gens de plus avoir peur, du regard de l'autre, de pas avoir peur de croiser quelqu'un en salle d'attente et donc de se confronter vraiment à sa problématique. OK. Donc ça s'est un peu fait par hasard au final, dans une interaction, dans une consulte où tout d'un coup il y a l'idée qui a germé. Mmh. Hem Et donc toi, tu vois des avantages autant par rapport à certaines problématiques où justement des personnes, peut-être ça les freine d'aller en thérapie par honte, par gêne, pour des personnes qui ont de l'anxiété, qui n'arrivent pas à aller en cabinet. Je pense c'est aussi un énorme avantage pour répondre aux problèmes de ce qu'on appelle les déserts thérapeutiques,
En Suisse, on a ça. Je doute pas qu'en France, il y ait ce problème aussi, vu que vous avez un territoire encore beaucoup plus grand, où on voit qu'il y a une forte concentration de psychologues, une offre qui, même là, n'est pas forcément suffisante dans les centres urbains. Puis tout d'un coup, quand on va dans des régions plus éloignées, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je remarque ça, j'ai des personnes de différents cantons de Suisse, qui me contactent, avec qui on fait ça par Skype. Mais je trouve intéressant, en fait, toi, tu es allé encore plus loin dans une démarche, vraiment un peu autonome, où il y a du chat, des vidéos, des conseils pratiques. Il y a une question, moi, qui me vient, c'est par rapport parce que je vois bien l'intérêt que ça a pour les clients ou les patients. On va parler de patients. Je sais qu'en France, ça choque toujours quand on parle de clients. Euh, je vois l'intérêt que ça a pour eux, la facilité, etc. Par contre, moi, j'aurais peur en tant que psychologue de comment est-ce que tu gères quand tu as quelqu'un qui a en fait un accès direct à toi par des messages. Est-ce que ça développe pas alors du côté du patient, est-ce que ça développe pas un peu une dépendance quelque part où la personne va plus chercher à gérer par elle-même et puis tout de suite, avoir contact avec quelqu'un d'autre? Et puis le psy, comment est-ce qu'on met ses limites? Alors, c'est pas un chat direct, c'est un chat asynchrone. Donc en fait, le patient, lui, l'avantage, c'est qu'il peut écrire n'importe quand, à 2 heures du matin, quand il veut. Et le psy, lui, il lit ou il, écoute les messages quand il se connecte. Donc, généralement, il y a pas plus d'un message par jour. Même, voilà, on se connecte une fois. Donc il y a pas d'intrusion par rapport à ça. Et côté psy, c'est vraiment une autre façon de pratiquer parce que souvent, quand les psys débutent sur l'application, leur crainte, c'est de pas assez d'avoir d'informations, pas assez, parce que finalement, on a moins d'informations en quantité, c'est sûr. Mais la qualité de l'information qu'on a est différente aussi. Je sais pas si toi, tu as déjà remarqué, mais des fois, par exemple, quelqu'un qui consulte pour un trouble panique, quand on lui demande d'expliquer sa dernière attaque de panique, il sait plus trop. Ouais, je sais plus, qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est compliqué. Alors que là, le patient, il a une attaque de panique, tac, il sort l'application, tac, 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 il nous note tout. Et du coup, on a vraiment de l'information très fraîche, très pertinente. Donc on a moins d'infos, mais l'info qu'on a, elle est extrêmement, précise et du coup, ça permet aussi de s'adapter. C'est-à-dire que et à la fois le patient, il est plus impliqué dans la thérapie parce que, on lui envoie des exercices et donc il a tendance à être plus observant dans ces exercices, mais aussi on peut facilement adapter l'exercice. Par exemple, quand on fait de l'exposition et qu'on donne un exercice, par exemple, je sais pas, aller faire le tour du quartier à pied, eh bien, si on voit que c'est trop facile, en cabinet, il faut 15 jours pour passer à l'étape du dessus. Là, dès le lendemain, on peut s'adapter et du coup, ça permet vraiment aux patients de progresser assez rapidement. Donc, on est plus présent dans le quotidien du patient, c'est vrai, mais avec des interactions plus courtes aussi. Alors c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que moi, je demande souvent aux personnes, de prendre des notes. Enfin, en tout cas, je les incite à le faire parce que, c'est vrai que si on doit tout garder en mémoire, on perd beaucoup d'infos. Donc c'est vrai que là, c'est un super avantage de pouvoir sur le moment même, pouvoir décrire exactement ce qu'on ressent. Je trouve intéressant aussi le fait de guider à travers des petits exercices et que ça se fasse de manière très quotidienne. Est-ce que ça t'arrive de voir des personnes autant en cabinet qu'au travers de l'application, puis où ça devient quelque chose, qui se combine? Alors j'ai eu des patients de cabinet que j'ai envoyés sur, l'application. J'ai eu des patients application qui sont venus en cabinet, mais généralement c'est 2 choses qui sont pas en même temps. Mais, effectivement, ça pourrait être aussi intéressant de l'utiliser entre 2 séances. Mais, c'est pas le choix qu'on a fait pour le moment. Ouais, c'est pas ce choix-là qu'on a fait. Après, sur l'application également, moi enfin ce qu'on me dit, côté patient comme avantage, c'est le fait qu'ils puissent regarder les capsules vidéo plusieurs fois. Et ça aussi, tu sais, en cabinet, des fois, il y en a qui notent, hein, des patients, mais la plupart ne notent pas et on est obligé souvent de répéter plusieurs fois la même information, ce qui est normal. Et là, moi, j'ai souvent des patients qui me disent: «Ah, j'ai re-regardé votre vidéo de la semaine dernière, j'ai re-regardé, la vidéo qui explique, pourquoi les évitements renforcent, l'anxiété» et en fait, ça permet de gagner beaucoup de temps aussi, d'avoir, cette possibilité, en fait, de garder tous les outils et tous les échanges dans l'application.
C'est vrai que c'est quelque chose, c'est une observation, moi, qui me fait toujours, rire ou sourire. C'est que il y a des fois, on travaille sur plusieurs séances, on répète un message ou comme ça, une explication et puis, tout d'un coup, c'est 3-4 séances après où la personne nous dit: «Ah mais tout d'un coup, c'est révélation» et Mmh. puis moi, je suis là: «Mais purée, en fait, c'est la 10e fois qu'on parle de ça» et puis ou bien des fois, ce qui me fait encore plus rire, c'est quand, tout d'un coup, ils voient une émission, une vidéo YouTube où c'est un ami qui leur dit exactement la même chose, puis ils disent: «Mais là, ça m'a fait un déclic et puis depuis là, c'est bon, genre, j'ai passé une étape» et puis, c'est hyper intéressant et c'est très, il faut faire preuve d'humilité en tant que psy. Des fois, on se dit: «Mais purée, mais ça fait 5 fois que je dis ça», puis là, il suffit que son meilleur pote lui dise exactement la même chose, puis la pièce, elle tombe. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir redigérer, aussi en fonction du moment. On va pas intégrer les messages de la même manière et puis, indirectement, alors toi, tu l'as vraiment professionnalisé au travers de cette application, mais je trouve que la présence sur les réseaux sociaux, on est les 2 très présents là-dessus. Tu as encore plus de succès en termes de volume, que moi là-dessus, donc tu touches une audience qui est énorme. J'ai regardé encore avant, tu es à plus de 180 000 abonnés sur TikTok, donc je trouve ça juste, incroyable et pour moi, bien sûr, pour moi, ça a une utilité de promotion pour, le cabinet et cetera, mais c'est une vraie utilité et un vrai impact thérapeutique pour cette raison-là, parce que, les personnes peuvent, voir, entendre certains messages présentés de différentes manières et à différents moments et puis, moi, j'ai une autre théorie qui est celle que le fait d'être présent sur, les réseaux sociaux, ça aide l'alliance thérapeutique parce que quand les gens arrivent en thérapie, en fait, quelque part, ils nous connaissent déjà, Mmh. heu et ils savent nos méthodes, ils savent, ils connaissent notre voix, notre apparence, et cetera et je pense que ça a un vrai impact pour créer un lien beaucoup plus facilement. Moi, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux depuis le début de ma carrière. Il me semble que toi, tu as commencé avant cette ère-là. Est-ce que tu as vu une différence, dans le rapport que tu as aux gens quand ils arrivent dans ton cabinet et puis peut-être même dans l'efficacité de tes suivis? Hem, alors je prends plus trop de nouveaux patients au cabinet, là, j'ai plus trop le temps. Mais l'année dernière, j'en prenais, encore un peu et oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai remarqué ce côté alliance qui se fait beaucoup plus rapidement, un peu comme si on avait déjà de la crédibilité. Hem, alors que, quand, les gens viennent un peu, par hasard ou par recommandation, l'alliance met une séance ou 2 avant de s'installer, alors que là, on l'a vraiment de manière, plus fluide. Les patients nous ont choisis, en fait et je trouve que c'est ça aussi, qui a vraiment de bien avec la présence des psys sur les réseaux, c'est de pouvoir informer sur les différentes, pratiques, les différentes orientations, théoriques parce que, j'ai l'impression qu'avant les réseaux et même encore aujourd'hui, la population est mal informée sur, ce que c'est que la psychothérapie et toutes, les formes de psychothérapie qui existent. Avant, les gens, ils allaient sur les pages jaunes, hop, psy, ils prenaient le premier et souvent, c'est ça qui créait la déception parce qu'ils se trouvaient avec quelqu'un qui répondait pas forcément à leurs besoins. Je sais pas, quelqu'un qui souhaitait être, accompagné, suivi avec des exercices, qui se retrouvait en psychanalyse, ça n'allait pas lui correspondre ou même quelqu'un qui se retrouve chez, un psy TCC et qui avait envie plutôt d'explorer, c'est pareil, ça va pas lui correspondre non plus et je trouve que la présence des psys et notamment de différents types de psys sur les réseaux, ça permet vraiment de mieux informer le public et que les gens puissent, choisir de manière plus, consciente leur, psychothérapie. Alors, je suis complètement d'accord, hein. C'est vrai qu'il y a un manque cruel d'informations. Déjà, pour que les personnes fassent la différence entre un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, c'est déjà, compliqué. Mais et aussi en termes d'approche, c'est clair que moi souvent, même le terme, on dit: «Ah, je vais me faire psychanalyser». C'est un peu le terme populaire alors que, la psychanalyse et la TCC ou d'autres approches de coaching,
Tu fais de la thérapie ACT également, c'est des choses qui n'ont rien à voir et l'expérience, ne sera pas enfin, c'est presque pas le même métier, en fait et c'est vrai que ça peut pour moi, c'est d'une vraie utilité de santé publique, en fait, d'informer. Ça serait pas à nous de le faire, je pense, il devrait y avoir des organismes, des fédérations même qui fassent ça. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne que les fédérations professionnelles, ne fassent pas plus d'infos, là-dessus, parce que c'est assez capital. Mais, ouais, en tout cas, bravo pour ce que tu fais, parce que c'est un vrai job. Je sais le temps, l'énergie que ça prend, et c'est on en parlait avant, qu'on commence l'enregistrement, hein. Je veux dire, tu as une vie de famille, tu as des enfants, tu as un cabinet, un podcast. Le nom du podcast d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est, «Dans la tête des psys» et puis c'est des interviews où il y a toujours, un ou une psy qui vient parler d'une problématique et puis qui parle aussi de son expérience personnelle, donc je vous recommande d'aller l'écouter. Mais tu as, voilà, ces réseaux sociaux, ton entreprise, comment est-ce que tu fais pour orchestrer tout ça et puis, préserver toi, ta santé mentale, au milieu de tout ça? J'ai fait des choix, je pense, je suis arrivée à un moment où, je pouvais plus tout faire effectivement et j'ai commencé à réduire mon activité cabinet pour, privilégier, le développement de l'application et suivre aussi des patients sur l'application. Ça me paraît hyper important que j'ai, des suivis également sur l'application pour pouvoir, coller au plus près des attentes des autres psys et également, des patients. Donc après c'est vrai que je partage mon temps, aujourd'hui entre les consultations, bon, qui me restent en cabinet, les consultations sur l'application et le suivi, de l'entreprise avec, tout ce qui est intervision, supervision des psys, recrutement et tout ce qui est, également suivi de l'équipe technique. Mmh, des développeurs. Donc ça, c'est un nouveau métier ça. OK. C'est quelque chose dans lequel tu avais déjà des compétences à la base ou bien tu as développé ça, puis tu y trouves un intérêt et du coup tu creuses ça? Non, hein, c'est arrivé vraiment, comme ça, hein. Après, j'apprends sur le tas, je sais pas. Heu, voilà, alors j'ai de la chance d'être, avec 2 associés qui sont, vraiment, super et on reste en fait, on est très complémentaires parce qu'on a chacun notre domaine de compétences. Moi, je suis vraiment compétente sur le domaine métier, quoi, la psycho. Mon autre associé, lui, c'est plutôt sur le côté business et un autre associé qui est sur le côté développement. Donc je pense qu'à 3 là, on fait une bonne équipe et personne se marche sur les pieds. On a chacun, voilà, nos domaines de compétences et on pilote ça, à 3. Les professionnels donc les psychologues que tu vas aussi, coacher ou que tu vois en supervision, est-ce qu'il y a des demandes aussi de coaching, ou d'accompagnement dans le côté, développement de cabinet par exemple ou développement marketing? Est-ce qu'il y a ces demandes qui ont commencé à émerger depuis que tu es beaucoup plus présente, sur internet? Des psys qui sont sur l'application, tu veux dire? Alors ça peut être les psys là, mais autrement, est-ce que tu fais des supervisions avec des psys externes aussi? Non, 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 mais oui, effectivement, j'ai quelques demandes, mais je me recentre quand même, sur, enfin, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, donc il faut vraiment que je fasse des choix. Mais dans les intervisions qu'on fait avec les psys de l'application, on parle, de tous les cas. Ça peut être des cas qu'elles ont en cabinet ou qu'ils ont en cabinet et ça pose aucun problème parce que moi, dans ma vision, l'idée, c'est, de continuer à se former et de continuer à apprendre. Donc que ce soit des cas, cabinet ou des cas application, en fait, ça a peu d'importance. L'important, c'est qu'on réfléchisse ensemble à certaines problématiques qu'on peut avoir et qu'on trouve des solutions et c'est vrai que, j'adore cette dynamique d'équipe qu'on a créée, sur, Psynergie. C'est-à-dire que souvent, au cabinet, on est seul, on se retrouve quand même seul face à ses patients et quand on débute, quand on vient de s'installer, c'est des fois compliqué. On n'a pas beaucoup de soutien ou d'appui, si on fait pas de supervision à côté et là, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on peut se parler entre nous, quand il y en a un qui a une problématique
il peut en parler aux autres, on fait des intervisions bien sûr, mais on fait aussi des webinaires au départ, les webinaires, c'est plutôt moi qui les animais et en fait, très, naturellement, il y a une psy qui m'a dit: «Ah bah, écoute, moi j'ai fait une formation sur, l'éthique et Gilles de la Tourette, je pense que ça pourrait être hyper intéressant que je fasse un webinaire dessus pour les psys de l'application» et en fait, maintenant, il y a pas mal de psys qui, souhaitent partager leur spécialité et qui nous font des webinaires assez régulièrement. OK, donc ça finalement, en t'entourant aussi de cette équipe, vous êtes combien de psychologues actuellement? On est une vingtaine. Mmh. Une vingtaine? Mmh. Ah ouais, OK. Alors, bon, ça fait, une sacrée équipe, en effet à gérer, mais c'est intéressant de voir que, bah, justement, il y a ce côté intelligence collective dont on peut profiter aussi et puis au final où, bah, ça s'auto-entretient et puis on peut partager aussi, les différentes approches. Est-ce que justement les personnes qui travaillent avec toi sur cette application, est-ce que vous venez tous des mêmes approches ou bien tu as pris quelque chose de très, disparate? Alors, on est tous formés aux thérapies cognitives et comportementales, sauf un psy qui est en train de terminer de se former. Et après, on a tous, des spécialités un peu différentes. Donc on a un psy qui est vraiment spécialisé en sexo, un autre qui est hyper spécialisé, dans tout ce qui est, psycho du travail. Donc en fait, la base, c'est quand même les TCC parce que pour ce type d'application très pratique avec, des exercices, des prescriptions et cetera, je pense que, les TCC sont très adaptés. Donc pour le moment, c'est vraiment, une obligation pour, les psys d'être formés au TCC, pour l'application et après on a tous, oui, des spécialités différentes et c'est ça qui est bien. On a aussi une psy qui est spécialisée dans la guidance parentale, donc voilà. Après, du coup, le patient peut retrouver, facilement, le psy qui lui conviendra le mieux. Mmh. OK. Alors c'est vrai que c'est un format qui ne conviendrait pas à toutes les approches. C'est vrai que le côté très, où il y a beaucoup d'exercices, il faut beaucoup noter, beaucoup de feedback et cetera. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très propre au TCC et puis qui s'applique très bien. Ben, moi, dans mon cabinet, je vois beaucoup de personnes qui souffrent justement de problèmes d'anxiété, et qui du coup, écoutent aussi ce podcast. C'est quoi un peu les exercices par lesquels tu commences quand tu as des suivis comme ça et que tu pourrais peut-être, suggérer aux personnes qui nous écoutent? Hem, un des premiers exercices qui aide aussi à l'analyse fonctionnelle, c'est l'auto-observation. Donc si on prend par exemple quelqu'un qui a un trouble panique, ben, on va lui demander d'observer, les déclencheurs en fait, d'identifier bien les déclencheurs, des attaques de panique, dans quelle situation. On va aussi, essayer d'évaluer la fréquence, hem pour avoir une ligne de base et aussi pour permettre de voir si, la psychothérapie est efficace. C'est-à-dire qu'on peut de temps en temps regarder où on en est, combien d'attaques de panique par exemple par semaine et voir si on s'améliore ou si au contraire, on stagne ou et cetera. Donc l'auto-observation, c'est vraiment, moi je trouve une des particularités des TCC et en début de thérapie, on ne peut pas en faire, l'économie. Donc je pense que ça, c'est vraiment, un des exercices qu'on va retrouver presque dans toutes les problématiques, cette auto-observation et de faire le lien entre les pensées, les émotions et les comportements. Donc ça, c'est aussi, le triangle un peu des TCC, de comprendre que c'est rarement la situation qui déclenche l'émotion, mais que c'est plutôt, l'interprétation qu'on en fait et qu'une fois que l'émotion est là et ben, elle nous pousse vers un grand type de comportement. Si je croise quelqu'un dans la rue qui me dit pas bonjour, ben, je peux me dire: «Il l'a fait exprès», ça va déclencher de la colère et je vais avoir envie d'être peut-être piquante la prochaine fois que je vais le voir. Alors que si je me dis que: «Oh là là, j'ai dû prendre, un sacré coup de vieux, il m'a même pas reconnue», bah, là, l'émotion, c'est plutôt du dégoût de moi-même et j'ai peut-être envie d'aller me cacher chez moi. Si je pense que j'ai dû faire un truc qu'il fallait pas, peut-être je l'ai vexé la dernière fois, j'ai pas fait ce qu'il fallait, bah, là, je vais ressentir du stress et peut-être que, le comportement dans lequel je vais avoir envie d'aller, c'est de la rassurance, d'appeler une copine pour savoir ce qu'elle en pense, lui raconter la situation. Ou peut-être que je peux me dire juste qu'il m'a pas vue et là, c'est très neutre ou peut-être juste une pointe de déception au niveau de l'émotion et en fait, de faire prendre conscience, de l'importance de nos interprétations et du lien qu'on fait entre les pensées, les émotions et les comportements. C'est vraiment assez typique aussi, de ce qu'on peut faire, en thérapie cognitive et comportementale. Mmh.
Donc le 1er conseil, c'est très, socratique, c'est connais-toi toi-même. C'est vrai que plus on a de connaissance de soi, des situations qui peuvent nous déclencher certaines émotions, des pensées et cetera, plus c'est facile aussi de gérer ça parce qu'on a moins l'impression aussi que tout d'un coup cette anxiété, elle vient de nulle part. Ce qui peut être, effrayant un peu quand on a l'impression d'être à la merci tout d'un coup, comme ça, une sensation qui nous prend. Et je trouve intéressant le côté, ben, par rapport aux interprétations, parce que c'est vrai que finalement, 90, ou 95 d'une thérapie, c'est arriver à trouver d'autres points de vue, à changer ses interprétations par rapport à la réalité. Parce que la réalité ou les événements, ben, on les contrôle pas. Par contre, ben, on contrôle toujours, comment on décide de les voir, de les percevoir et puis comment on décide d'y réagir. Et je trouve intéressant tous les exemples que tu as donnés parce que ça revient à une thématique dont moi je parle souvent, qui est en lien avec, enfin dont les thérapies, ACT parlent beaucoup. C'est la différence entre les émotions propres et les émotions sales. Alors le terme, je l'aime pas trop, mais eux, ils font la différence entre les émotions propres qui sont déclenchées par des événements réels et du coup, ben, on peut faire quelque chose de cette émotion parce que si, je sais pas, si, je suis énervé parce que tu m'as posé un lapin, ben, je peux faire quelque chose de cette colère. Je peux réaffirmer mes limites, on peut en rediscuter et cetera. Par contre, une émotion sale, ben, ça va être l'émotion qui est déclenchée par une pensée ou une croyance et puis souvent quand on ressent qu'on a des émotions qui sont bloquées et ben, c'est souvent des émotions sales parce que c'est juste une pensée qui les déclenche. Si je suis en colère parce que, j'ai l'impression que tu m'en veux parce que je t'ai dit non, j'ai pas pu venir samedi soir à ton invitation, bah, je peux rien en faire. Et puis cette colère ou cette peur, cette anxiété, peu importe, ou cette culpabilité souvent, la culpabilité est souvent une émotion, sale de ce que j'observe. Et ben, on va pas réussir à s'en débarrasser parce que si je culpabilise alors que j'ai rien fait de faux, bah, elle va rester là tant que l'interprétation, la pensée, n'est pas loin. Donc c'est, ouais, je trouve intéressant et ça m'intéresse aussi de savoir, toi qui es dans la thérapie ACT, donc c'est, en anglais Acceptance and Commitment Therapy. Heu, Qu'est-ce qui t'a mené à cette approche? Comment tu l'utilises, dans tes accompagnements? Alors qu'est-ce qui m'a menée dans cette approche? Ben, alors moi j'adore faire des formations, j'en fais vraiment très régulièrement. Et je crois que c'est un petit peu par hasard, hein, que j'avais vu une conférence, au congrès, de l'AFTCC sur, la thérapie, ACT et donc je suis assez curieuse, donc j'ai fait, une première formation d'initiation et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a vraiment 2 grandes façons de pratiquer l'ACT, et donc moi, j'ai voulu, vraiment essayer les 2, voilà, pour voir un peu ce qui me plaisait le plus. Mmh. Ce que j'adore dans cette approche-là, c'est vraiment le fait d'être ancré sur ses valeurs, donc d'identifier les valeurs, enfin ces valeurs, aider le patient à identifier les siennes. Donc c'est les choses qui donnent du sens, à notre vie parce que, de travailler sur les valeurs, ça donne beaucoup de, comment? De pouvoir. C'est-à-dire que, l'idée, c'est de se dire que la souffrance, elle est jamais là sans raison. Si on réfléchit, on ne souffre jamais pour des choses qui sont sans importance. Donc, derrière chaque souffrance, en fait, il se cache un petit cadeau, la valeur, ce qui est important. Par exemple, si, je souffre, parce que, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose, je sais pas, ma fille a 5 minutes de retard, je commence à m'inquiéter, à me dire qu'elle a peut-être fait une mauvaise rencontre et cetera. Cette souffrance, elle est pas, déconnectée, elle est pas, comment dire? Sans sens. Le sens qui se cache derrière, c'est que, j'aime ma fille, c'est que j'aime mes enfants. Donc finalement, pour moins souffrir, il faudrait que j'aime moins mes enfants. Tu vois? Ça donne, un peu, un soulagement sur la souffrance, en se disant: «Elle est pas là pour rien, elle cache quelque chose d'important». C'est les 2 faces d'une même pièce. D'un côté, il y a les souffrances, de l'autre côté, il y a les valeurs et je pense que quand on donne du sens à sa souffrance, elle est plus facile à supporter. Donc déjà ça, j'adore cette approche-là et après, l'idée d'être moins dans la lutte. C'est vrai que souvent et tous nos patients arrivent, ils sont dans une lutte pour supprimer leurs émotions, supprimer leurs pensées. Ils sont vraiment, sans arrêt en train de se battre contre tout ça
Et quand on leur propose au contraire, ben, de se connecter à la souffrance, de se connecter à l'émotion, souvent ils sont un peu, un peu surpris et en fait, ben, c'est vachement soulageant de se dire: «Ben, oui, si je rentre dans la souffrance un petit moment, si je rentre dans mon émotion, en fait, que j'écoute ce qu'elle a à dire, que j'écoute le besoin, ben, en fait, elle va disparaître plus vite parce que j'aurai pris soin d'elle» et ça aussi, je trouve que c'est hyper, ça paraît tout simple comme ça quand on le dit, mais c'est pas quelque chose qui est, facile à faire et c'est pas très intuitif, en fait. Enfin, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est de se battre, c'est de lutter. Mmh. Moi, je trouvais hyper intéressant et ça replace vraiment finalement, alors là, on parle de souffrance, mais toutes les émotions dans ce qu'elles sont, c'est-à-dire simplement des indicateurs de besoins, des indicateurs de choses dans notre environnement. Donc c'est vrai que comme tu le dis, hein, souvent les gens veulent supprimer les émotions alors que ce serait la pire chose qui puisse leur arriver. De un parce que, déjà ils perdraient beaucoup d'informations sur leur environnement. Il y avait des études, quand on est en études de psycho, il y a toutes ces études avec des personnes qui ont eu des dommages cérébraux. Il y a un exemple d'une personne qui n'avait plus, la peur. On peut se dire: «Super, j'ai plus peur de rien, c'est top». Ben non, en fait, c'est extrêmement dangereux si on n'a plus peur parce que, on va commencer à faire n'importe quoi et notre espérance de vie, elle va être considérablement réduite. Et puis, il y a aussi parce que, on perdrait si on n'avait plus d'émotions, on perdrait tout le côté agréable parce qu'au final, tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour vivre des émotions agréables et puis éviter des émotions désagréables. Ce que je trouve intéressant aussi dans ton point de vue, et dans cette approche, c'est d'accepter justement cette part de souffrance, et je pense qu'on est dans peut-être une société actuellement où, en tout cas, je parle de notre région du monde, où on a de la peine à accepter la souffrance, on a de la peine à accepter qu'on ne soit pas toujours heureux. Il y a peut-être aussi ces injonctions à devoir être toujours bien et de voir ça comme très négatif, de vivre des événements désagréables, quitte à même à mettre des diagnostics sur des situations, de souffrance qui sont absolument normales, hein, que ce soit, je sais pas, après un deuil, enfin ou pendant un deuil, après une rupture, après une grosse déception. C'est normal d'avoir, de la tristesse, des fois peut-être, des pensées envahissantes et cetera. Puis on a peut-être tendance à beaucoup diagnostiquer ça, médicaliser et je trouve que justement de remettre de l'importance sur le fait que non seulement c'est une part entière de la vie et que on a plein de choses à apprendre sur soi, sur le monde et cetera, en se connectant à cette souffrance, ça permet de vivre une vie aussi, beaucoup plus riche. Mmh. Ah oui, je suis complètement d'accord et c'est vrai que, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure sur les émotions propres ou sales, moi, j'utilise pas trop ce terme, mais en tous les cas, on est dans l'idée de l'émotion qui est secondaire à la première. Si, par exemple, je suis en colère de quelque chose et que je me juge par rapport à ça ou que je juge mon émotion et ben, ça en rajoute d'autres. Et après c'est l'escalade. C'est-à-dire qu'au lieu d'être juste en colère, ben, je suis en colère et j'ai de la culpabilité. Ou si par exemple j'ai peur, parce que je croise, je sais pas, une araignée, bah, je vais me trouver débile d'avoir peur des araignées, bah, ça me rajoute une émotion par-dessus la peur. Puis après, en fait, on peut faire des petits tas comme ça d'émotions dont il est difficile, après de se débarrasser. Alors que si on prend juste la première émotion, ce que tu appelles l'émotion propre, l'émotion primaire, ben, une seule émotion, c'est plus facile à réguler que 10. Mmh. Ça donc c'est arriver à faire du tri et du ménage dans tout ça. C'est ça et finalement, quand tu acceptes la première émotion de peur, comme tu disais, tu peux en faire quelque chose. Tu as un petit peu du contrôle, même si j'aime pas ce mot, mais tu as plus facilement, hem, ouais, de maîtrise sur comment tu vas réguler cette émotion. Alors que quand tu es envahi et que tu as 10 émotions à la fois, tu sais plus par quel bout, le prendre et en fait, ça détourne du problème. Oui et ça amène, à cet autre point qu'il y a dans les thérapies ACT où c'est, thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est aussi ce que je constate, c'est souvent les personnes voient comme négatif le fait d'avoir des émotions, des fois de se sentir mal, anxieux, triste, peu importe et ils voient ça comme le problème alors que le problème, c'est souvent l'action qu'on va prendre à cause de cette émotion et par exemple, l'évitement de situations dans lesquelles on aimerait aller
mais qu'on va éviter parce que ça nous rend anxieux. Et Mmh. finalement, ça va être ça le problème, c'est pas de ressentir de l'anxiété. Parce qu'on peut ressentir de l'anxiété si on continue à agir, de la manière qu'on le ferait sans anxiété. Par exemple, je sais pas, aller à tel anniversaire parce qu'on a envie d'y aller, prendre tel nouveau job et cetera. Ben, en fait, l'impact sur notre vie sera, faible ou nul. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime bien rappeler, c'est finalement, on retrouve une part de contrôle là-dessus parce que l'émotion, on la contrôle pas forcément, c'est sur son activation. Par contre, on a toujours une part de choix dans la réponse qu'on va donner. Et ça, en tout cas, j'ai l'impression que ça rassure aussi beaucoup, mes clients quand on parle de ça parce que ça redonne cette impression de contrôle. Oui, c'est ça, de ne pas laisser l'émotion prendre le volant, de sa vie, quoi. De se dire: «Oui, l'émotion, elle est là, j'ai peur, mais j'ai peur et je peux quand même faire». La peur, ça stoppe pas l'action. C'est ce qu'on dit souvent, c'est, de remplacer les «mais» par des «et». J'ai envie d'aller à la soirée, mais j'ai peur, ça stoppe l'action, on ne va pas y aller. Alors qu'on peut se dire: «Ben, j'ai envie d'aller, à cette soirée et j'ai peur». Et là, ça bloque moins. On peut faire les choses en ayant peur et l'idée, et des thérapies cognitives et comportementales et de l'ACT, c'est de rendre le patient, autonome face à ces problématiques, qui deviennent son propre thérapeute. Donc on lui donne beaucoup d'outils, beaucoup d'explications, pour qu'il puisse justement, reprendre le volant de sa vie, quoi, et de plus Mmh. se laisser guider, uniquement par ses émotions. Parce que ses émotions, elles vont pas aller là où c'est important pour lui. Elles vont au contraire le détourner. Mmh. Excellent. Alors, on arrive gentiment vers le bout, mais j'aimerais te reposer encore 2 questions que j'aime bien poser un peu en fin d'interview. C'est, premièrement, est-ce que tu pourrais, me donner quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie? Ça peut être sur n'importe quelle thématique, mais un conseil qui t'a vraiment aidé. Ouh là, j'ai pas réfléchi avant. Hem, c'est tout bête, mais de me faire confiance. Je pense, tu vois, moi j'ai eu des troubles anxieux quand j'étais plus jeune. J'ai un trouble, de l'attention avec hyperactivité. Donc j'ai eu un début, je dirais, un début d'entrée dans l'université, ou dans en tous les cas dans les études qui était un peu chaotique. J'ai été en échec pendant assez longtemps. Donc je pense que, tu vois, je manquais beaucoup de confiance en moi quand j'étais plus jeune et en fait, de me dire de me faire confiance, que j'avais les capacités et cetera, bah, ça paraît, très, très bête, mais je pense que ça m'a aidée de me dire: «Bah oui, j'ai eu des difficultés, oui, j'ai eu un trouble anxieux, oui, j'ai toujours un trouble de l'attention, mais en fait, je suis capable et je peux, faire ce que j'ai envie de faire, quoi». Parce que si j'avais écouté les autres, je serais jamais devenue psychologue. Ça de pas te définir par, tes problématiques C'est ça, et c'est quelque et de chose que pas moi, que écouter. j'ai beaucoup de peine, dans notre métier, c'est tout cet aspect diagnostic, parce qu'il y a évidemment des bienfaits au fait de nommer les choses, de diagnostiquer, mais le risque que je vois toujours derrière ça, c'est de finalement se définir par une étiquette et puis justifier ensuite beaucoup de choses, par cette problématique-là. Alors que, bah, on est capable aussi de sublimer ça et puis de trouver des manières simplement de s'acclimater avec, nos problématiques et puis d'en faire quelque chose, qui nous convient. Oui et puis que personne ne sait mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Tu vois? Moi, on me disait que j'étais pas capable d'aller en fac de psycho, que j'y arriverais pas, que j'aurais jamais mon master 2. Bah, finalement, je me suis fait confiance et je suis là et je regrette pas, voilà. Mmh. Donc, une leçon, ça serait aussi de ne jamais laisser les autres définir nos propres limites Tout à et puis de fait. simplement se donner, laisser la v enfin, tenter notre chance et puis laisser la vie décider de est-ce qu'on est capable ou pas. Mais c'est vrai que Mmh. de décider à l'avance sans avoir testé, c'est toujours quelque chose qui va finalement nous limiter. Bah, c'est, donner, de la vérité à ce qui était dit. Si j'essaie pas, c'est sûr que j'échoue, alors que si j'essaie, j'ai quand même une chance d'y arriver. Merci beaucoup, parce que ça, c'est des bah, souvent les meilleures leçons sont les leçons les plus simples. J'aimerais aussi te demander quel était peut-être le pire conseil qu'on t'a eu donné? Le pire conseil?
Là, c'est dur. Tu aurais dû me les envoyer à l'avance, ces questions-là. Hem, le pire conseil? Oh, il y en a eu plein, j'imagine. Hem, on m'a déconseillé de m'installer en libéral, juste après, mes études. On m'a dit: «Tu n'arriveras pas à avoir une patientèle, tu arriveras pas à en vivre. Il vaut mieux, que tu ailles, que tu fasses du salariat un petit moment, avant de t'installer en libéral», et j'ai pas écouté ce conseil parce que moi, le libéral, c'est vraiment ce qui me tentait le mieux. J'avais envie d'être libre, des outils que j'utilise, libre de mon emploi du temps, et libre des formations que j'avais envie d'entreprendre, et donc je suis assez contente de ne pas avoir suivi ce conseil parce que finalement, j'ai réussi, à rentabiliser, alors c'est pas un joli mot, mais j'ai réussi à avoir une patientèle assez rapidement, à continuer de me former, je pense que le travail en tant que salarié, ça m'aurait pas du tout convenu. Mmh. Donc finalement, le ou les pires conseils, c'est tous les conseils qu'on nous donne en nous disant, «Tu ne devrais pas, tu vas rater, tu seras pas capable». Donc à nouveau, Mmh. quand quelqu'un définit en fait nos propres limites, moi je l'ai vécu, exactement de la même manière par rapport au fait de me lancer comme toi après mes études. Ben, heureusement que je n'ai pas écouté les personnes qui me disaient ça parce que je serais sûrement très triste, très frustré dans ma vie actuellement. Donc, Mmh. ça revient à ce qu'on a dit avant, quoi. Se donner une Oui, oui. chance, se faire ses expériences et puis, laisser la vie juger, en fait, de nos capacités. C'est ça, et puis je pense que quand les gens nous donnent ce genre de conseils, en fait, ils parlent d'eux et de leurs propres peurs. Et c'est pas malveillant, je pense qu'ils ont l'impression de nous aider en faisant ça, je pense que mais ils se parlent plus à eux. Ils se projettent et ils se disent: «Ah moi, j'aurais peur dans cette situation». Et en fait, l'intention n'est pas mauvaise, mais elle est pas adaptée à la personne en face d'eux. Ils sont Enfin, la personne qui m'a dit ça, je pense qu'elle me connaissait pas vraiment. Parce qu'aller en salariat, ça m'aurait pas du tout convenu, donc je pense que, voilà, il faut prendre un peu de distance quand on nous donne des conseils parce que souvent, ils parlent plus de la personne qui les donne que de la personne à qui que la personne qui les reçoit. Absolument. Et moi, il y a quelque chose que j'utilise personnellement, pour, aussi juger de est-ce que j'ai envie d'écouter un conseil ou pas? C'est que je me demande toujours: «Est-ce que la personne qui me donne ce conseil de vie, est-ce qu'elle-même, elle est épanouie?» Mmh mh. Et dès le moment où épanoui au sens large, hein, et dès le moment où je me dis que cette personne, en fait, elle est pas très heureuse dans sa vie, je vais pas écouter son conseil parce que, ben, entre guillemets, «c'est facile de réussir dans un domaine». On peut, tout focaliser sur le job ou sur notre couple ou sur je sais pas quoi et puis, avoir plein de bons conseils là-dedans. Mais si on n'arrive pas à avoir un certain équilibre et ben, c'est souvent la pièce manquante et du coup, pour moi, c'est aussi replacer, retrouver la vie dans son ensemble, contempler pas seulement un domaine de vie, puis se dire: «OK, mais est-ce que la personne qui me donne des conseils sur comment je devrais mener ma vie, est-ce qu'elle, elle a réussi à trouver un certain épanouissement?» Puis ça, Mmh. c'est personnellement mon petit, ma petite réflexion pour décider de est-ce que je prends en compte ce conseil ou pas? C'est une très bonne, façon d'analyser les conseils. Mmh. Delphine, on arrive au bout. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour, 2023? Ouh là! Rien de particulier si ce n'est de continuer, ce que j'ai entrepris. OK, donc de continuer sur ta lancée. C'est Mais en ça, tout pour le cas, moment, voilà, merci, j'ai un bon équilibre et ça me convient. magnifique. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour, d'avoir répondu présent aussi rapidement, même aujourd'hui, avec un refroidissement. Merci d'avoir été là. Bravo encore pour, tout ce que tu fais, je te suis de loin et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Donc, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore et qui sont intéressées soit par, Psynergie, donc ton application, par ton podcast, par tes réseaux sociaux, tout ça, je mettrai tous les liens dans les notes, du podcast, de la vidéo YouTube, qui paraîtra. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Delphine parce qu'elle a beaucoup de contenu, à vous offrir. Et puis, ben, je te souhaite du coup le meilleur pour ce début d'année et à très bientôt, j'espère. Merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
Merci beaucoup.